Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Panaméricaine, le podcast des jeunes chercheuses et chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur les Amériques. Comme la route panaméricaine, qu'est-ce qui relie le nord du Mexique au bassin du Rio de la Plata ? Une des réponses est le sujet de notre premier épisode. Du cow-boy de la conquête de l'Ouest au gaucho de la Pampa, l'homme à cheval a souvent effacé son troupeau dans les imaginaires. Pour rendre justice à la vache, nous recevons aujourd'hui Thomas et Jerónimo qui vont nous présenter leurs travaux de thèse. Thomas Brignon est doctorant en études hispaniques à l'université Toulouse-Jean Jaurès, rattaché au laboratoire Framespa et Creda. Il travaille sous la direction de Sonia Rose et Capucine Boisdin et sa thèse s'intitule « Entre le bœuf et le jaguar, une histoire des relations anthropozoologiques dans les missions jésuites des Guarani, Paraguay 1687-1737 ». Jerónimo Bermúdez est doctorant en histoire moderne à l'EHESS, rattaché au laboratoire CRH. Il travaille sous la direction de Jean-Paul Zúñiga et sa thèse s'intitule « Ressources animales et travail paysan en Nouvelle-Espagne du XVIe au XVIIIe siècle ». Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas et Jerónimo. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que tu en es venu à travailler sur les vaches ? Alors, c'est très concret et très simple. J'ai fait mes études de master en Argentine. Et quand j'étais là-bas en train de faire mes études, j'ai découvert que en fait, c'est évident pour toute personne qui allait en Argentine. La vache, elle est partout. Le bœuf, dans l'alimentation, dans la culture matérielle, dans les objets, dans la littérature. Difficile d'y échapper. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai découvert que ça remontait quand même à l'époque coloniale. Et donc, il y a des expressions comme ça, quand j'ai commencé à faire mes recherches de master puis de thèse, où j'ai découvert qu'il y avait un géographe, par exemple, je me rappelle de cette expression, Pierre Desfontaines, qui disait que le Rio de la Plata, c'était des mines de bétail. Il n'y avait pas de richesse minérale, mais la richesse du pays, c'était le bœuf, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à cette question, parce que c'est clairement la principale richesse de la région, et on ne peut pas y échapper. Et donc moi je travaille sur les missions d'évangélisation où la particularité c'est que là le bœuf c'est pas juste une richesse, c'est vraiment un projet de société, un projet de civilisation. Et donc la spécificité de ma thèse c'est que j'essaye de mobiliser des sources qui soient aussi en langue amérindienne dans ces missions. Et justement ce qui est intéressant c'est que comme le bœuf est partout, on trouve dans toutes les sources il y a du bœuf, quoi. Donc ça va de la comptabilité, des chroniques, même des vocabulaires, des grammaires, des catéchismes, des sermons, partout il y a du bœuf, dans toutes les langues. Et donc ce que j'aimerais essayer de faire, c'est dans ma thèse, ce que j'essaye en tout cas, c'est d'essayer de retrouver tout ça en croisant le point de vue des colons, mais aussi des Indiens. Et le petit plus qui est très difficile, mais qui est un vrai défi, mais pourquoi pas, c'est d'essayer d'avoir un aspect de ce que c'était la vie du bétail aussi lui-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a vécu cette expérience coloniale. Voilà le projet. Et juste à ce propos-là, donc tu parles de sources en plusieurs langues, est-ce que ça n'a pas posé des problèmes justement pour les termes qui font référence au bétail et aux bovins ? Ah si, c'est un gros souci, parce que moi la langue que j'étudie, la langue guarani, évidemment, enfin on y reviendra, on aura le temps, il n'y avait pas de bétail avant l'arrivée des Espagnols. Et donc c'est pas facile toujours au début de savoir à quoi on a affaire, ne serait-ce que parce qu'au début, par exemple, le bétail, c'est appelé... Le terme qu'ils utilisent au début, ils font référence au tapir, par exemple, parce que c'est ce qui ressemble le plus. Et puis après, le bétail, ils prennent les mots de l'espagnol, mais le degré de précision n'est pas évident, quoi. Ils parlent beaucoup de vaches de manière générique, c'est pas toujours facile de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Donc c'est une difficulté, mais ça fait partie justement de la problématique. C'est intéressant d'imaginer le rapport aux animaux quand on a ce type de vision au niveau de la langue, quoi. Et toi, Jerónimo, donc tu travailles sur la Nouvelle-Espagne, donc le Mexique actuel. Et comment t'en es venu aussi à travailler donc, sur les bovins dans cette partie de l'Amérique ? Alors moi au début ce que je voulais faire c'était effectivement travailler sur les animaux, mais ça a commencé par un projet que j'ai élaboré avec un spécialiste de la Normandie médiévale, du métal de la Normandie médiévale, Mathieu Arnoux, et avec un spécialiste du Rio de la Plata, mais plutôt pour des questions de commerce et pour le XVIIIe siècle. Et pourtant on a réussi à faire un projet de recherche sur le XVIe siècle au Mexique et sur le bétail parce que
on s'intéressait tous les trois à des questions d'énergie. Et donc, la chose qui s'impose dans, par exemple, l'économie européenne pour les historiens de l'énergie, à l'époque pré-industrielle, c'est que la plus grande partie de la puissance d'une société est composée par le muscle humain et par le muscle animal, en termes de quantité. Faut évidemment penser aux moulins et d'autres choses qui, en termes qualitatifs, sont extrêmement importantes. C'est les pièces clés du système énergétique pré-industriel européen. Mais ce qui nous a intéressé, c'est comment en fait, le muscle animal est une composante énorme dans le mix énergétique, on pourrait dire, de l'Europe pré-industrielle, et quelque chose qui n'existe pas dans la Mésoamérique précoloniale. Et aussi quelque chose qui m'avait poussé à travailler sur le bétail, c'était des choses qui m'avaient beaucoup marqué chez les médiévistes, des descriptions de très très longue durée de comment les paysans développent et aménagent et transforment des campagnes au fil des siècles, qui était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, à quel point un paysage est en fait une construction du travail humain. Et c'est quelque chose qui se voit de manière accélérée avec la transition coloniale, avec la conquête, où on a en fait un siècle, en l'espace d'un siècle, qui suit les premières introductions animales, et biologiques en général. On a aussi beaucoup d'introductions de plantes qui changent radicalement les écosystèmes mésoaméricains. Je m'étais rendu compte qu'effectivement s'intéresser à des animaux comme les chevaux, les chèvres ou les vaches était une manière de suivre ce type de changement accéléré des campagnes par l'action humaine. Et les vaches en particulier, qui en fait ont constitué le gros de mon mémoire de master, parce que justement en s'intéressant à ces questions de comment des sources d'énergie changent à la fois les campagnes mais également les pratiques agraires, je m'étais intéressé au bœuf en particulier. Comme d'une manière un peu naïve au début, l'équivalent du tracteur pour l'industrialisation, voilà, quel est l'équivalent des changements techniques avec la colonisation de la Mésoamérique. Je m'étais dit, voilà, c'est le fait qu'on ait des animaux qui puissent labourer la terre à la place des bras des hommes. En fait, c'est beaucoup. Ouais. Et toi, du coup, c'est quelle source que tu utilises pour... Et moi, pour les sources que j'utilise, alors, en fait, moi, je fais feu de tout bois, j'essaye de prendre tout ce que j'ai. Il y a effectivement beaucoup de sources que je partage avec Thomas. Les questions de comptabilité, j'en ai énormément. Dans le fonds notarié de la ville de Mexico, j'ai énormément de choses qui sortent même du périmètre de Mexico, pour des territoires un peu plus au nord notamment, parce qu'il y a une grosse connexion entre le bétail du nord, de l'arrière-pays nord de Mexico, avec la consommation de la ville. Et donc ça me permet de trouver des contrats qui décrivent les pratiques agraires autour de l'élevage. Mais j'ai aussi beaucoup de sources, même cartographiques et imagées, notamment avec les relaciones geográficas, qui parfois représentent un espace, représentent une région, en prenant soin de bien représenter la topographie, mais aussi les ressources. Et donc on a énormément de représentations de vaches, de chevaux, et à côté on a également des descriptions des relaciones geográficas, où il y a une question en particulier, la question 27 si je ne me trompe pas, qui porte spécifiquement sur les animaux qui ont été introduits par les colons. Et là-dessus, on a pas mal d'informations. Et alors, comme on l'a dit en introduction, l'histoire des animaux est aujourd'hui un champ qui est très riche, qui produit beaucoup d'études. Mais est-ce que, en fait, au moment où vous avez commencé vos recherches, il y avait en fait certains livres qui vous ont marqué, qui vous ont aussi encouragé à entrer dans ce champ? Thomas, je ne sais pas si tu as... Oui, alors, bon, c'est vrai que l'histoire des animaux, c'est un champ relativement récent, finalement, qui vient, comme l'a dit Jerónimo, en grande partie des médiévistes, c'est eux qui ont ouvert beaucoup le travail. Bon, moi, quand j'ai commencé ma thèse, c'était compliqué, parce qu'effectivement, sur l'Amérique hispanique et l'Amérique coloniale, on n'avait pas énormément de choses. Et donc, moi, peut-être le livre qui m'a le plus inspiré, c'est un livre qui est lié à l'Amérique du Nord, parce qu'ils ont été aussi pionniers sur ces questions. C'est un livre de Virginia de John Anderson, qui s'appelle Creatures of Empire. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est qu'elle étudie l'introduction du bétail européen, mais en prenant en compte le point de vue des peuples amérindiens, en essayant de reconstituer aussi la manière avec laquelle ils ont intégré ou pas d'ailleurs ces animaux, et aussi en prenant en compte l'adaptation des animaux eux-mêmes en fait, au contexte écologique, culturel. Elle travaille sur la Nouvelle-Angleterre et la Virginie notamment. Et donc moi ce que j'aimerais faire, c'est essayer de faire la même chose, et c'est vrai que cette perspective très, très complète, c'est difficile de l'avoir dans
dans l'historiographie actuelle. C'est quelque chose qui reste à construire. Et c'est très enthousiasmant, mais très, très impressionnant aussi en même temps. Alors, quant à moi, je dirais que je ne suis pas rentré forcément dans ces questions-là par une histoire des animaux telle qu'on l'entend aujourd'hui. Je suis rentré par une voie plus classique, celle des médiévistes, et par des questions un peu d'économistes, donc des questions plutôt externalistes. Et là, je me rends compte que ça peut être une différence qui est intéressante dans les biais que moi-même je peux avoir dans mes recherches, c'est que moi, finalement, les acteurs, je les regarde, les conceptualisations des acteurs, je les regarde après. D'abord, ce que je regarde, c'est comment la matérialité des interactions entre animaux, environnement et humains se produit avec l'introduction d'une ressource. Ça, c'est des questions que j'ai retrouvées plutôt dans des livres qui sont acceptés dans la bibliographie, mais qui sont également assez critiqués, assez controversés par le déterminisme qu'ils peuvent charrier. Je pense à Alfred Crosby, qui est un des pionniers de l'histoire environnementale, mais qui faisait de l'histoire environnementale à l'époque où il était pratiquement le seul à vouloir utiliser ce type de réflexion globale, de réflexion sur une très très longue durée, et de manière plus récente, mais qui reprend très largement des choses de Crosby. On assume encore plus la part de sciences et biologiques ou physiques. Il y a évidemment Jared Diamond, mais qui est extrêmement controversé du point de vue historien, parce que c'est pas du tout un historien, c'est un spécialiste des oiseaux en Nouvelle-Guinée, qui fait un panorama global sur toute l'humanité. Maintenant, il y a une application beaucoup plus historienne des hypothèses de Crosby qui m'a beaucoup marqué au début de mes recherches, qui est évidemment celle de Elinor Melville, qui en fait a appliqué l'hypothèse d'impérialisme écologique de Alfred Crosby, sur laquelle on pourrait revenir, sur le Mexique en particulier. Et donc moi, ma thèse, elle s'inscrit vraiment sur une révision, mais aussi une reconnaissance de ce champ qui a été ouvert pour le Mexique par cette historienne-là. Est-ce que vous pourriez nous parler maintenant de la spécificité régionale de l'introduction du bétail des deux côtés, qui sont la Nouvelle-Espagne et le Río de la Plata? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les mêmes espèces qui sont introduites? Est-ce que dans les mêmes quantités? Est-ce que vous faites face aux mêmes problématiques dans vos recherches? Je te laisse peut-être commencer, Geronimo. Alors moi, je dirais que c'est une des premières introductions. C'est la première introduction continentale pour le Mexique. Ces introductions, en fait, qui quand même se font pas directement de la péninsule ibérique jusqu'en Mésoamérique. En fait, il y a des étapes intermédiaires, notamment aux Canaries. Christophe Colomb prendra du bétail aux Canaries, qui ensuite sont introduites aux Antilles. Et moi, par exemple, je travaille actuellement avec Antoine Duranton sur un procès qui a lieu dans les années 1530 par un conquistador qui a conquis Mexico avec Hernán Cortés, et qui meurt au tout début de la décennie 1530 avec tout un tas de dettes qui donc reviennent à ses héritiers. Et donc là, on a vraiment une fenêtre sur les affaires d'un conquistador et une fenêtre effectivement sur ses entreprises d'introduction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que les affaires d'introduction là se font uniquement avec les Antilles. On n'a pas du tout de référence, ou alors c'est des références à des gens qui eux-mêmes ont perdu des proches aux Antilles, et donc le procès est renvoyé jusqu'en péninsule. Mais vraiment, les introductions se font de manière beaucoup plus courte, pour la plupart. J'ai aussi des introductions du XVIe siècle à long cours, mais ça c'est plutôt pour des chevaux ou pour des questions d'amélioration des animaux. Mais donc voilà, il y a vraiment des étapes intermédiaires. Il faut se dire que l'introduction, c'est pas juste une date donnée. Voilà, le premier bovin qui est arrivé, l'ancêtre de tous. C'est vraiment des choses qui arrivent sur plusieurs régions, même au sein de la Mésoamérique. Moi, là, j'étudie pour le Panuco, donc sur le golfe, un peu plus au nord de Mexico. On a également des introductions autour de Veracruz, et on a également des introductions continentales à l'intérieur même de la Mésoamérique. Et là-dessus, c'est ce que je voulais discuter avec toi, parce que je sais qu'il y a des introductions au XVIe siècle, mais ces introductions-là, elles ne suffisent pas à coloniser avec les animaux européens l'ensemble de ce qui existe dans les Pampas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, les Canaries, les Caraïbes, c'est un peu l'antichambre, c'est aussi là où le bétail s'acclimate. Mais moi, le problème, c'est que ma région, contrairement à la tienne, elle est très loin de tout ça. Et ça explique pourquoi le bétail arrive quand même plus tard.
Et alors c'est intéressant parce qu'il arrive par le Brésil au début, et les Portugais ils n'arrivent pas à faire prospérer leur bétail au Brésil parce que sur la côte l'écosystème ça fonctionne pas, c'est trop tropical et ça marche pas. Et donc ce qu'ils font, c'est assez drôle, ils font des largages de bétail, c'est typique, hein, les Portugais aiment bien faire ça, ils larguent des cochons sur des îles, et ils essayent avec les vaches, ça marche pas très bien. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au Paraguay et au Rio de la Plata, là, ça va marcher parce que les vaches vont arriver dans des pampas où là, pour le coup, on va y revenir, c'est le paradis et aussi l'enfer pour elles. Et donc, plutôt vers 1580, c'est là que ça commence à se mettre en place. Et ces largages qui sont faits par les colons, mais aussi par les jésuites, les missionnaires, ça date jusqu'aux années 1620. Mais, et c'est là aussi qu'on voit vraiment le décalage avec la Nouvelle-Espagne, le bétail prend de la dimension vraiment à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il est livré à lui-même, il se reproduit en grande quantité, et c'est vers les années 1680 qu'il est redécouvert, en fait, ces hardes qui pour le coup ont passé quasiment un siècle toutes seules. C'est là que vraiment la civilisation du bœuf se met en place. Mais pour le coup, la chronologie est complètement décalée par rapport à ce que tu présentes toi. Ouais, parce que moi, les premières introductions, ce sera dès la décennie 1520, immédiatement après les conquêtes militaires. Pendant les conquêtes militaires, on ne va pas introduire de la vache. Et à partir du moment où on réussit à sécuriser un certain territoire, ça va être une des premières choses qu'on va faire. D'ailleurs, les éleveurs antillais vont à un moment essayer d'éviter ces introductions-là parce qu'ils savent qu'ils vont perdre un monopole. À partir du moment où il y a une introduction continentale, où effectivement, là-dessus, je rejoins ce que tu vois sur les Pampas. À partir du moment où on a des grandes étendues, notamment pour le nord du Mexique, on a un succès écologique qui fait qu'on se retrouve avec une quantité de la ressource bovine, notamment, énorme, qui concurrence très largement ce qu'on peut avoir dans les îles. Et ça, c'est aussi ce qui est intéressant dans le procès, c'est de voir à quel point une ressource a une valeur économique complètement liée à soit sa rareté, soit son abondance. Tout à fait. Et au niveau des problématiques, justement, tu parlais de sécuriser la zone, mais voilà, l'introduction du bétail, ça crée aussi en fait la possibilité à ce qu'il y ait beaucoup de vols. Et si c'est une ressource aussi qui a de la valeur, je ne sais pas quelle était la valeur du bétail à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a beaucoup insisté par un effet de source, en tout cas pour la Nouvelle-Espagne, sur l'incompatibilité de la ressource bovine, notamment bovine, avec les pratiques agricoles précoloniales. Donc on a beaucoup insisté sur à quel point les bovins posaient problème aux paysans mésoaméricains. Et donc on a effectivement énormément de procès qui commencent à monter, surtout dans les années 1540, à partir du moment où c'est pas juste des petites exploitations, mais où l'abondance arrive. Et ça devient plus du tout un monopole parce qu'il n'est pas tenable ce monopole. On lâche aussi énormément de vaches qu'on laisse se reproduire sur les campagnes et qui rentrent dans des champs qui n'ont pas du tout été pensés pour vivre à côté du bétail. Donc c'est des champs qui ne sont pas clôturés. Et donc on a vraiment des procès avec des communautés indiennes qui disent « Nous sommes en train d'être mangés par ces vaches qui marchent sur notre maïs. » Ils racontent « Voilà, mon voisin a été écorné par un taureau. » On a beaucoup insisté sur ce type de désordre rural qui existe. Maintenant, dernièrement, sur des travaux un peu plus récents, on a aussi insisté sur l'appropriation par les communautés indiennes de ce type d'animaux. Et en fait, ce que je constate dans les sources, c'est que effectivement, une manière de se défendre, c'est pas uniquement les massacres qui sont faits vis-à-vis des troupeaux de colons, c'est pas uniquement d'envoyer une plainte au vice-roi, c'est aussi d'emprisonner l'animal qui rentre dans un périmètre qui est réservé aux paysans. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet animal-là. C'est-à-dire, parce que cet animal-là, on attend avec la marque que l'éleveur se présente pour qu'il paye les dégâts. Mais tant qu'il n'a pas payé les dégâts, et souvent l'éleveur ne va pas se présenter, on va l'utiliser. Et à mon avis, ça c'est une piste assez intéressante de à quel point ces communautés-là ne font pas que subir des changements, ne sont pas uniquement victimes des introductions des colons, mais peuvent également les réinvestir. Et quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé dans les archives, dans l'Archivo General de la Nación à Mexico, c'est dans les mouvements de congrégation qui eux aussi ont été beaucoup vus du point de vue du contrôle colonial des communautés villageoises. Des communautés villageoises qui disent « Nous ne voulons pas être déplacés ici. Pourquoi ? Parce que nous perdrions notre endroit de pâturage et que nous voulons être près de nos animaux de travail. » Donc ça veut dire qu'il y a un moment où l'animal européen a cessé d'être simplement une nuisance et a été vraiment investi comme de l'équipement rural par ces communautés-là. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que ce que racontes sur le Mexique, ça me rappelle le Paraguay des premières années où il y a très peu de vaches, mais effectivement elles font des nuisances. Et on a aussi des mouvements chamaniques chez les Guaranis
c'est des mouvements anticoloniaux qui se concentrent sur l'extermination du bétail européen, les porcs, les chiens, les vaches. Donc il y a un refus assez violent de la vache au début. Mais justement, ce qui est particulier à ma région, c'est que, comme je l'ai expliqué, les vaches deviennent sauvages. Et quand elles sont redécouvertes à la fin du XVIIe siècle, en fait, dans toutes les sources, on parle de bétail, mais c'est une énorme illusion documentaire parce qu'en fait, c'est du gibier. Et il y a très peu d'acteurs qui l'objectivent, mais il y en a certains, les jésuites, qui disent bon, ben, quand je vois un bœuf américain, ça n'a rien à voir avec un bœuf européen, j'ai l'impression de voir un cerf, parce qu'il a des cornes énormes, il fuit, il attaque directement. Et donc c'est directement lié à la question de la propriété, parce qu'à partir du moment où c'est du gibier, qui vit en fait sans ce contact avec les populations humaines, ni espagnoles ni indiennes, en fait ça devient une espèce de ressource. C'est pour ça que l'expression de mine de bétail me semble intéressante, parce que là on est vraiment dans des économies extractivistes en fait, c'est-à-dire c'est une ressource vivante et on vient la prélever. Et ça donne des rapports de force démographiques complètement fous, parce qu'on sait qu'à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, dans les inventaires d'émissions, on a quasiment 1 million de bœufs qui sont notés pour 100 000 habitants. Donc ça veut dire c'est un ratio de 10 bovinés pour une personne. Donc le rapport de force est tellement en faveur des animaux, alors on va expliquer que ça décroît au fur et à mesure, hein, ça ne dure pas éternellement cette situation, mais ce que là en fait vraiment c'est une ressource, quoi. C'est comme du bois ou du minerai qu'on va prélever. Ouais, moi ça m'intéresse pas mal ce que tu dis sur la question de les animaux qui sont sauvages et l'exploitation humaine qui en découle, parce que moi une des choses qui m'intéresse le plus dans la comparaison implicite que je fais dans ma thèse entre l'élevage européen et l'élevage qui existe en Nouvelle-Espagne, c'est qu'en Nouvelle-Espagne, on peut se reposer sur une offre illimitée de terre qui permet effectivement d'avoir un énorme réservoir d'animaux dont on ne s'occupe pas. Voilà. Parce qu'à partir du moment où en fait, le bétail va être expulsé vers le nord, où c'est des zones qui ne sont pas du tout occupées par des champs, parce que c'est des zones qui n'étaient pas acquises à l'agriculture sédentaire avant, on va plus du tout avoir ce problème de cohabitation entre les paysans et les éleveurs. Mais on va avoir cette opportunité de laisser vivre le bétail sans aucun travail humain derrière. Et en fait, on va avoir un prélèvement, comme tu dis, qui ressemble énormément à de la chasse. Notamment pour la production de cuir et pour la production de suif. Moi, j'ai des expéditions qui sont de plus en plus régulées parce qu'on sait que ça pose des problèmes, notamment dans la gestion des stocks, de gens qui payent à un propriétaire de vaches dont ils ne s'occupent pas du tout une journée d'abattage, et ils vont aller avec un instrument qu'on retrouvera probablement, la jarretera. C'est quelque chose qui permet de couper le jarret de l'animal, et en fait ensuite, après avoir coupé suffisamment de jarrets, on va revenir sur les carcasses, on va les peler, on va juste prendre le cuir, juste prendre le suif, et on va laisser pourrir la viande. C'est quelque chose que moi j'ai lu aussi pour les pampas. Bien sûr. Et ça, pour le coup, je te rejoins complètement, c'est une manière d'utiliser une ressource d'origine domestique, mais qui là se reproduit dans des choses qui ne ressemblent pas du tout à de l'élevage. Et il y a une dimension aussi qui est intéressante, c'est que, comme tu le dis, il y a cette technique de prélèvement qu'en fait on retrouve au Rio de la Plata et qui est hispanique. Hein. Mais sous ça, c'est là aussi que c'est très compliqué comme sujet. On se rend compte que par exemple les Indiens Guarani qui étaient chasseurs à la base, qui n'avaient pas de bétail, ils réinvestissent des techniques de chasse pour chasser le bétail. Par exemple des techniques en utilisant quand ils chassent dans la forêt, ils utilisent des animaux apprivoisés comme appât, ils réutilisent ça avec des vaches domestiques qui attirent d'autres troupeaux. Ou par exemple, ils utilisent des techniques aussi empruntées à d'autres peuples, notamment des pampas, les bolas, les boleadoras, c'est des pierres entourées de cuir qui permettent d'attaquer les pattes de l'animal et de l'immobiliser. Ils utilisent ça aussi. Et en fait, on a l'impression que finalement, la vache, c'est un nouveau gibier qu'on chasse à cheval aussi, parce que c'est ça qui permet cette exploitation. Et donc, ça pose des questions très importantes d'ethno-histoire sur la transition entre on pense toujours la transition de la chasse à l'élevage, mais en fait, entre les deux, il y a une zone grise où c'est juste une espèce de chasse, mais avec d'autres types d'animaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas encore très clairement défini. Et juste un dernier point là-dessus, c'est justement les Indiens que mes sources appellent Chichimecs. Ces Indiens-là aussi adoptent le cheval très rapidement pour résister aux Espagnols, mais également pour changer en fait leur écologie de ressources. Ils exploitent également le ganado cimarrón, le bétail qui s'est ensauvagé. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils font aussi une sorte de chasse aux mules. C'est-à-dire que parfois ils vont attaquer les Espagnols qui sont en train d'acheminer du métal vers Mexico depuis les mines du Nord. Et dans les sources, je retrouve des gens qui se plaignent de l'appétit des chichimecs sur les mules. Ils adorent les manger et c'est une aberration complète pour les Espagnols qui ne mangeraient jamais ni une mule ni un cheval. Et on voit bien que la frontière entre bétail et gibier, en fait,
Pour ces peuples-là, c'est très compliqué de la fixer. Et à propos donc, de l'usage du bétail, donc, Thomas, dans l'émission jésuite Guarani, je me demandais, est-ce que les missionnaires ont décidé d'élever cette quantité de bétail pour justement servir en fait de ressources, mais simplement économiques, pour permettre aux missions de subvenir à leurs besoins, ou est-ce que ça a aussi une certaine utilité, tout simplement, dans la christianisation des populations indigènes? Alors bon, le contexte que j'étudie est un peu particulier parce que c'est une expérimentation sociale et religieuse. Le but premier des jésuites, c'est de créer une société autarcique, autosuffisante, et très dense démographiquement. Mais le problème, c'est que le commerce, dans le contexte du Rio de la Plata colonial, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de monnaie déjà. C'est-à-dire que c'est le bétail lui-même qui sert de valeur d'échange, souvent. Et la valeur unitaire du bétail est très faible. Et ça va changer au XVIIIe siècle parce que là, on va avoir un commerce international de cuir qui va en fait exterminer tous ces bœufs en un siècle. Mais là, on n'y est pas trop encore dans l'émission et l'émission s'y intègre très, très, très tardivement dans ce commerce. Donc le but des missionnaires, c'est d'avoir ces réservoirs de bétail pour construire en fait leur mission. Et quand je dis construire, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut jeter un petit coup d'œil à la culture matérielle. C'est-à-dire que les Guaranis dorment sur des lits en cuir, avec des couvertures en cuir. La porte de leur maison, c'est du cuir. Les cloisons des maisons, c'est du cuir. Parfois, les toits, c'est du cuir. Leurs flèches, elles sont en os de bœuf. Toute la culture matérielle en fait est complètement liée au bœuf qui devient vraiment en fait la matière organique numéro 1. Mais ce qui intéresse surtout les jésuites en fait c'est la viande. Alors pourquoi ? Parce que les Guaranis ont un goût irrépressible pour la viande de bœuf qu'ils mangent crue, sans sel, enfin quasiment crue, c'est-à-dire cuite mais très peu. Et un fait qui est quand même très très marquant, c'est que la première cause de mortalité dans l'émission, c'est les vers intestinaux. En fait, la destruction du système intestinal des Indiens, parce qu'ils mangent de la viande crue toute leur vie, ils meurent à 50 ans, leur système digestif marche plus, quoi. Ce qui est complètement fou, parce qu'en Europe, ça marche que pour des catégories sociales très aisées, alors que c'est le lot commun au Paraguay. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est que les jésuites ont utilisé la viande qu'ils maîtrisent, parce que c'est eux qui organisent la production, la distribution. Ils l'ont utilisé comme moyen, en fait, de fixer les populations par la nourriture. Et donc pour ça, il faut comprendre que par exemple l'abattoir dans l'émission, il est situé dans la résidence des jésuites, à côté de l'église, sous leur direction, et que en gros, pour avoir sa ration de viande quotidienne, il faut aller à la messe, puisqu'elle est distribuée à la sortie de la messe. Les enfants y ont droit aussi, mais ils doivent aller au catéchisme pour y avoir accès. Les nobles, tous ceux qui sont proches des jésuites ont double ration, et évidemment tous les prisonniers, tous ceux qui sont contre les jésuites voient leur ration diminuer ou supprimée. Et alors, ce qui est incroyable, et c'est ça qui est fascinant, c'est que finalement, cette logique, en fait, devient si nécessaire qu'on a une inversion, en fait, du rapport entre la religion et la viande. C'est-à-dire qu'on a des informations comme quoi le catéchisme est décalé parce que la boucherie n'est pas encore prête, donc les enfants ne vont pas venir au catéchisme. Le Notre Père, par exemple, est changé dans la traduction en guarani parce que le pain de tous les jours, ils ne comprennent pas les Indiens puisqu'il n'y a pas de pain. Donc on va dire la nourriture de tous les jours parce que c'est de la viande, en fait. Le jeûne du vendredi, le carême, c'est impossible à faire puisqu'on mange que de la viande. Et quand on a par exemple un pénitent qui a fait une faute, normalement il faut le faire jeûner. Mais en fait ça marche pas parce que si on lui interdit de manger de la viande, il meurt de faim. Donc finalement on est obligé d'utiliser quand même de la viande. Et donc on arrive à une situation complètement paradoxale où en fait presque on pourrait dire en exagérant un peu que les jésuites se retrouvent face à une religion de la viande. C'est-à-dire qu'en gros on sait que quand l'approvisionnement en viande ne marche plus, les Indiens s'enfuient des missions et vont chasser les bovins dans la pampa, quoi. Donc ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est une logique qui se voulait pas commerciale, qui se voulait vraiment centrer sur un projet chrétien et qui en fait devient complètement dépendant de la viande. C'est-à-dire pas de viande, pas de mission. Ce que tu dis sur la culture matérielle et alimentaire de ton terrain paraît super intéressant dans le fait qu'il y a énormément de comparaisons à faire avec mon terrain, pourtant extrêmement dissemblable. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une question de réseau urbain constitué avant même la colonisation, qui se développe avec la colonisation. Mais cette je dirais, distorsion des éléments de la culture matérielle européenne avec l'introduction des ressources en Mésoamérique, je la vois également. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'éléments qui, en Europe, ne concernent que les classes très aisées ou alors des régions d'élevage assez marginales sur l'ensemble du système agraire et qui deviennent des choses vraiment basiques dans l'alimentation de tous les jours de n'importe quel paysan. Je parle évidemment de la viande bovine. C'est-à-dire que moi, ça m'a rappelé un rapport que j'avais vu pour le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle à Mexico, où l'équivalent des préfets de Mexico écrivait pour expliquer à la métropole
Comment est-ce qu'il fallait organiser la ville? Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que ici la viande, c'est l'équivalent de notre pain. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la viande qu'on utilise, c'est vraiment, comme le grain pour vous, c'est vraiment l'aliment de base. À partir du moment où il y a un renchérissement du prix de la viande, nous allons avoir des problèmes avec les classes populaires. Et pourtant, souvent l'historiographie pour le XVIe siècle a considéré que cet élément-là, puisqu'il était introduit, puisqu'il était d'origine coloniale, ne concernait pas les Indiens. Et donc, parmi les très rares fautes que fait François Chevalier dans son livre sur les grands domaines au Mexique, qui est un livre très ancien, ça vient d'une thèse des années 40, mais qui est assez valide sur plein de points. Une des erreurs qu'il commet, c'est de considérer que la viande ne sert qu'à nourrir les colons espagnols et les esclaves subsahariens. C'est-à-dire que lui, il considère que la viande reste en dehors de la sphère indienne durant toute la transition. Ce qui est complètement faux. Moi, je trouve dès les années 1550, pour Tlaxcala, qui est une municipalité indienne qui garde la plupart des prérogatives municipales après la colonisation, cette ville a déjà une connexion avec le nord du Mexique pour faire importer des milliers de têtes bovines. Donc, il y a déjà la même consommation qu'à Mexico. On peut dire que Tlaxcala, c'est peut-être une exception parmi tout le paysage mésoaméricain. Mais je trouve pour 1614, un texte qui compile en fait les salaires qui sont donnés à des travailleurs pour la région de l'arrière-pays nord de Mexico. Donc des paysans qui sont pris chacun dans leur village pour travailler dans un grand ouvrage. Ils vont être nourris principalement par de la viande. C'est-à-dire qu'ils vont manger un demi-kilo de viande par jour. Est-ce qu'ils le mangent tout entier ou est-ce que la portion de sel qu'ils leur est donnée à côté leur permet de conserver une partie? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, je sais qu'ils ont un accès à la viande qui n'est en rien comparable avec ce qui existe en péninsule ibérique. C'est-à-dire que là-bas, vous n'avez pas trouvé des paysans qui ont une consommation aussi carnée. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment quelque chose qui est arrivé très très vite. Et un texte que tu connais peut-être, mais qui en tout cas va t'intéresser, c'est Juan Tetón, une révolte indienne en 1558, menée par un prédicateur otomi, qui dit en fait, parcourt je dirais les campagnes autour de Mexico pour dire aux communautés arrêtez de manger des viandes qui n'existaient pas avant la colonisation. Arrêtez de manger ces viandes-là parce que vous allez vous transformer dans ces animaux-là, vous allez vous transformer en espagnol, vous allez en fait subvertir ce qui est notre vraie manière de vivre. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est l'échec complet de cet évangélisateur anti-chrétien, évangélisateur anti-chrétien et anti-bovin. C'est intéressant la scène que tu racontes parce que nous on la retrouve décalée dans le temps quand les missionnaires envoient des Indiens Guarani négocier avec des Guarani qui sont restés dans la forêt pour essayer de les faire venir dans les missions. Donc ils arrivent souvent avec des vaches et ils leur disent si vous venez chez nous, goûtez la vache, qu'ils ont amenée sur pied d'ailleurs, et vous allez voir, vous pourrez en manger comme vous voulez. Et on sait que les Indiens non Guarani appelaient ou même Guarani mais qui n'étaient pas christianisés ou qui avaient quitté les missions, appelaient les autres les mangeurs de vaches. Et c'est incroyable parce qu'on a trouvé des sources, par exemple, de missionnaires jésuites au Chili, où ils essayent de vendre l'évangélisation à des Araucans en leur disant et de très loin, il y a un pays qui s'appelle le Paraguay, là, les Indiens, ils mangent de la vache tout le temps, et si vous voulez, on pourra faire la même chose chez vous au Chili. Et donc, il y a une espèce de publicité comme ça, de cette espèce d'abondance de viande, alors qu'on sait qu'en Europe, à la même époque, il y a des débats chez des médecins qui disent que l'effondrement démographique indien, ce serait lié à l'introduction de cette viande massive. Et il y a même des théories comme quoi la petite vérole serait issu de ce bouleversement alimentaire. Bon, ça c'est plus tôt, mais c'est un projet qui est quand même contesté parfois. Les jésuites disent, en fait, qu'est-ce qu'on a vraiment réussi à faire? Est-ce que si on lâche la viande, les Indiens resteront chrétiens? Et il y a des critiques, en fait. Ce serait une évangélisation de façade. Et ça m'intéresse pas mal ce que tu dis sur la viande, la consommation de viande comme vraiment marqueur culturel. C'est-à-dire entre Indiens plus ou moins évangélisés ou plus ou moins... Parce que, pour le coup, moi, une question que je me pose et qui en fait est difficile à résoudre par les sources, c'est à quel moment ça cesse d'être un marqueur culturel pour la Nouvelle-Espagne. C'est-à-dire que pour Juan Tetón, c'est très fort. Il dit vraiment, si vous mangez de la viande, si vous portez des habits en laine, si vous utilisez n'importe quelle des ressources qui ont été introduites, voilà, vous êtes du camp de l'ennemi. Mais à quel moment est-ce que ça devient plus du tout quelque chose de clivant et ça devient vraiment quelque chose qui a pénétré la culture matérielle et qui vous distingue plus du tout dans la consommation. Je dirais la consommation qui distingue un peu, c'est peut-être la consommation de viande de mouton, qui est plus chère, mais pour le coup, c'est vraiment des distinctions entre culture urbaine, élite et paysanne.
En fait, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure c'est pas tant un problème d'espèce qu'une question de type d'individu animal. Alors je m'explique. Je voudrais parler d'un phénomène qui là, m'occupe beaucoup dans l'émission, c'est la question du bovicide. Enfin, c'est que j'ai découvert que dans l'émission, quand on tue un bœuf de trait, la punition que mettent en place les jésuites, alors ils ont aboli la peine de mort dans leur mission, mais en gros, une personne qui tue un bœuf de trait se prend la même peine pour une tentative d'homicide ou un inceste ou même de la zoophilie. Donc c'est très très grave. Et en fait, ce qui caractérise les Indiens chrétiens, c'est que comme tous les autres, ils mangent du gibier, du bœuf gibier, mais ils arrivent à avoir une relation proche avec du bœuf de trait, par exemple. Alors que les Indiens soumis, eux, un bœuf est un bœuf, on s'en fout, c'est du gibier, on le mange quand même. Ouais. Et donc, peut-être qu'il faut aussi prendre en compte ça, c'est-à-dire la question du refus ou pas de la domestication, parce que derrière, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'agriculture à l'européenne, être l'esclave de son animal pour pouvoir faire un champ de blé. Voilà. Donc, il y a la viande d'un côté, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et il faudrait systématiser tout ça en faisant des comparaisons pour être à l'échelle du continent, ce serait possible et très intéressant, je pense. Ouais, moi, je pense qu'une des choses qui est intéressante de faire une recherche à partir d'une ressource, faire une recherche à partir d'une vache, c'est vraiment la polyvalence qui s'en dégage. Parce qu'une vache, derrière, ça peut être un bœuf de trait ou de char, c'est des entraînements différents, c'est des individus différents, c'est des espérances de vie différentes. Oui. Derrière, il y a aussi le fait d'avoir un énorme réservoir de vaches marronnes. Pour le coup, c'est une autre relation complète au troupeau. Le fait d'avoir accès aux mules, ça demande d'immobiliser d'autres types d'animaux. Quel est le rapport entre équins et bovins? Vraiment, c'est l'approche par la ressource. Je trouve que ça permet de prendre un élément qui ensuite va se dégager sur un ensemble d'usages complètement différents. Et c'est pas du tout évident que dans telle société ou dans telle autre, ce soit le même usage pourtant de la même ressource. Et ça pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'approche comparative qui permet de systématiser ça, de modéliser ça sur des différences d'usage. Bon, avant de clôturer cette première émission de la Panaméricaine, je vais vous demander à tous les deux une recommandation de lecture, de film, de podcast, enfin une production culturelle qui vous ait plu autour du sujet de la vache. Thomas, si tu veux. Ah oui, alors je voudrais finir en faisant un petit retour au début de ma prise de parole. Je vous ai dit que j'ai fait mes études en Argentine. En fait, j'avais travaillé à la base, je faisais de la littérature, je travaillais sur le premier écrivain romantique argentin, Esteban Echeverría. Et au tout début de sa carrière, en 1837, il veut écrire une apologie il veut écrire quelque chose sur un grand homme argentin, et en fait, il trouve personne. Et donc, il décide d'écrire une apologia del matambre en disant, finalement, le grand homme de notre culture en Argentine, c'est la viande de vache. Et donc, c'est un texte très court, mais très drôle, parce qu'il montre bien qu'en fait, le cœur du sujet, c'est la viande de vache. Merci. Et moi, je dirais qu'en fait, un film très récent, et qui résume bien des choses que moi je vois pour mon procès dont j'ai parlé de 1530, c'est First Cow. C'est un film qui parle d'un contexte tout autre, c'est-à-dire c'est la côte ouest des États-Unis lorsque le front pionnier arrive jusque-là, et c'est le moment où arrive la première vache sur un nouveau établissement de colons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toute une importance économique qu'on donne à la première vache, c'est-à-dire que c'est la première ressource qui permet de faire du fromage, et ça tourne tout autour de ça. Je parle pas plus du film, mais je me permets aussi de parler de La Rivière Rouge, qui est un western, et en fait les westerns, c'est finalement la forme la plus connue d'une forme de relation à l'abondance de la vache, qu'on va aussi retrouver dans les Pampas avec le gaucho, les llaneros au Venezuela ou en Colombie, et évidemment les vaqueros un peu tout autour de l'Amérique latine, mais aussi le vacher pour les colonisations françaises, et le boucanier aussi, quelque part dans les Antilles. Bon, je crois que c'est le moment de conclure, et on vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette première émission. Vous êtes un peu les cobayes et les cobayes de ce podcast.